Suite de notre très intéressant roman, Allah n'est pas obligé, toujours dans notre saga Amadou Kourouma, chapitre 4. Nous, c'est-à-dire le bandit boiteux, le multiplicateur de billets de banque, le féticheur musulman et moi, Birahima, l'enfant de la rue, sans peur ni reproche, the small soldier. Nous allions vers le sud quand nous avons rencontré notre ami Sekou. Un paquet sur la tête qui montait du sud vers le nord. Nous nous étions séparés à Niambo sans nous donner le revoir. Comme lorsque des djoulas se rencontrent dans la forêt libérienne, des salutations et des salutations, on s'est aligné des salutations kilométriques. Et à la fin des salutations, Sekou nous a sorti quelque chose de merveilleux. Tous les hommes de l'univers entier avaient eu marre de voir au Libéria les nègres noirs africains indigènes s'égorger comme des bêtes sauvages ivres de sang. Le monde entier avait eu marre de voir les bandits de grands chemins qui se sont partagés le Libéria commettre des atrocités. Atrocité signifie crime horrible. Les gens dans le monde ne voulaient plus les laisser faire, les bandits. Les États se sont adressés à l'ONU et l'ONU a demandé à la CEDEAO, Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, d'intervenir. Et la CEDEAO a demandé au Nigeria de faire application de l'ingérence humanitaire au Libéria. Ingérence humanitaire, c'est le droit qu'on donne à des États d'envoyer des soldats dans un autre État pour aller tuer des pauvres innocents chez eux, dans leur propre pays, dans leur propre village, dans leur propre case, sur leur propre natte. Et le Nigeria, le pays le plus peuplé de l'Afrique, qui a plein de militaires, ne sachant qu'en faire, a envoyé au Libéria son surplus de militaires avec le droit de massacrer la population innocente civile et tout le monde. Les troupes du Nigeria, appelées troupes d'interposition de l'ECOMOG, et les troupes de l'ECOMOG opéraient maintenant partout au Libéria et même en Sierra Leone au nom de l'ingérence humanitaire, massacrent comme bon leur semble. On dit que ça fait interposition entre les factions rivales. Nous avons encore salué l'informateur Sekou, l'avons remercié et l'avons quitté. Nous n'avons pas marché long, même pas une journée entière. Nous étions dans un camp occupé par les partisans de Prince Johnson. Le camp était limité par des crânes humains hissés sur des pieux comme tous les casernements de la guerre tribale. Le prince Johnson était le troisième bandit de grand chemin. Ça possède en propre une large part du Libéria. Mais c'était un prince, c'est-à-dire un bandit sympathique parce qu'il avait des principes. Oui, alors de grands principes. Parce qu'il était un homme de l'église. Ce bandit s'était foutu dans la tête des principes incroyables de grands seigneurs, des principes d'honnêtes et désintéressés combattants de la liberté. Ça a posé comme loi que le chef de guerre qui, avec l'arme à la main, a libéré le Libéria ne peut pas encore solliciter le suffrage des Libériens. Ce serait contraire à l'éthique. L'éthique, d'après le petit Robert, c'est la science de la morale. Ce serait contraire à la décence. La décence, d'après le petit Robert, c'est le respect des bonnes mœurs, des convenances, des bienséances. Il s'est foutu dans la tête un autre principe de grand seigneur. Un combattant ne pille pas, ne vole pas. Il demande à manger à l'habitant et le plus marrant, je parie que vous ne me croiriez pas, c'est qu'il applique ce principe-là. Voilà, hey, au nom d'Allah. Aussi, tout guerriero qui arrive chez lui est-il enfermé et reste-t-il enfermé. On l'oblige à jurer qu'il combattra jusqu'à la mort le chef de guerre qui voudra se présenter au suffrage universel. Le chef de guerre qui voudra être président, le chef de guerre qui voudra commander le Libéria, la patrie bien-aimée libérée. Yacouba et moi avons été enfermés dans des conditions épouvantables pendant une semaine. À la fin de la semaine, nous avons fait le foutu serment qui n'engage personne. Ça n'engage personne parce que personne n'aurait le temps ni le loisir de juger un guerriero pour parjure dans ce bordel au carré de Libéria de la guerre tribale. Parjure signifie, d'après mon Larousse, faux serment. Après ce faux serment, des grigrimènes soumettent le nouvel arrivant à des tests, un homme incroyable de tests. Il est mis nu comme un verre et est aspergé de décoction. La décoction pue le pipi. On tourne autour de sa tête un fétiche et une croix. Le fétiche est pris avec force par les deux porteurs. Au cou du porteur pend une grande croix montée de Jésus-Christ expirant. Le porteur est ébranlé, secoué par saccades et d'autres conneries de cette espèce. Tout ça pourquoi faire? Vérifier que le nouvel arrivant n'est pas un mangeur d'âmes. Les mangeurs d'âmes, ils n'en voulaient pas. Le prince Johnson avait trop dans sa zone.
C'était un refuge de mangeurs d'âmes. Les nègres noirs africains indigènes prétendent que des noirs africains se transforment la nuit en hibou et prennent l'âme de leurs proches et vont la manger dans le feuillage des grands fromagers, des grands arbres du village. Définition du mangeur d'âmes d'après inventaire des particularités. Yacouba et moi avons subi les tests et heureusement n'avons pas eu les soupçons de mangeurs d'âmes. Soupçon signifie d'autres désavantageux inspirés ou conçus. Parce que les mangeurs d'âmes sont battus et expulsés ou enfermés et torturés jusqu'à ce qu'ils vomissent la boule de sang qu'a chaque mangeur d'âmes dans son intérieur. Et ça, c'est pas facile, ce n'est pas du tout facile pour un mangeur d'âmes de cracher sa boule de sang. On le chicote comme un chien voleur et lui administre un vomitif à faire chier 2 chevaux. Pour les Noirs africains indigènes qui ne comprennent pas bien le français, administrer signifie faire prendre un médicament. Quand Yacouba s'est présenté comme un grand grigriman, Johnson a fait une courte et pieuse prière chrétienne et a terminé par « Que Jésus-Christ et le Seigneur, le Saint-Esprit veillent à ce que tes fétiches restent toujours efficaces. » Il était profondément chrétien, Johnson. Yacouba a répondu « Shi Allah là-haut, ils le seront. » Shi Allah là-haut signifie « d'après inventaire des particularités que Allah le veuille ». Lui, Yacouba, était profondément musulman. Johnson avait un féticheur chrétien. Dans les recettes de ce féticheur, il avait toujours des passages de la Bible et toujours la croix qui traînait quelque part. Recette signifie procéder pour réussir quelque chose. Johnson était heureux de rencontrer Yacouba, un féticheur musulman. C'était la première fois qu'il avait affaire à un musulman. Les combattants allaient compléter les fétiches chrétiens par des amulettes constituées de versets du Coran gribouillés en arabe. Gribouillé signifie écrit sans application, sans soin. J'ai été automatiquement intégré dans la brigade des enfants soldats, des small soldiers, des children soldiers, avec tout et tout. Kalash et tenue de parachutiste trop large et longue pour moi. Mais on bouffait mal, alors là, très mal. Du manioc bouilli et pas en quantité suffisante. J'ai tout de suite cherché une solution. J'ai commencé par me faire de nombreux copains. Avec les copains, nous avons fait la débrouillardise. Nous avons pillé et chapardé de la nourriture. Chaparder de la nourriture n'est pas dérobé parce que Allah, dans son excessive bonté, Allah n'a jamais voulu laisser vide pendant 2 jours une bouche qu'il a créée. Wallah, hey, au nom d'Allah. Pour dire vrai, le prince Johnson était un illuminé. D'après mon Larousse, illuminé signifie visionnaire. Et on ne discute pas avec un visionnaire. On ne prend pas pour agent comptant les paroles d'un visionnaire. Prendre pour agent comptant, c'est croire naïvement ce qui a été dit ou promis. Samuel Doe, le dictateur, a su cela trop tard, malheureusement trop tard. Il a su quand il a vu lui-même, vu de ses propres yeux, vu de son vivant, vu ses membres partis morceau par morceau, pièce par pièce, comme les éléments d'un taco qu'on veut débrouiller. Voilà, hey! Il était exactement midi 10, lorsqu'un officier de Locomog se présenta devant le camp de Johnson, devant le sanctuaire de Johnson au port de Monrovia. Le prince Johnson, comme à son accoutumée, chaque midi était en prière, en pénitence. Il priait agenouillé sur des cailloux, les genoux meurtris par les cailloux, il était dans les douleurs. L'officier annonça que Samuel Doe était à l'état-major de l'Ecomog en chair et en os, là, dans le centre de Monrovia. L'état-major de l'Ecomog était un lieu neutre où tout chef de guerre avant d'entrer devrait être désarmé. Samuel Doe était entré dans l'état-major de l'Ecomog lui-même sans armes et suivi de ses 90 gardes du corps également désarmés. Les mains nues, les bras ballants, Samuel Doe était entré dans l'état-major de l'Ecomog pour demander au général commandant de servir d'intermédiaire entre lui, Samuel Doe et le prince Johnson. Il ne demandait qu'une chose, une seule chose à Johnson, s'entretenir avec Johnson, parce que le Libéria était fatigué de la guerre de ses enfants. Puisque Johnson avait rompu avec Taylor, Samuel Doe pouvait s'entendre avec Johnson. Il voulait mettre fin à la guerre par la négociation avec Johnson. La guerre avait fait beaucoup de mal à la chère patrie bien-aimée. Johnson cria « Jésus-Christ le Seigneur, Jésus-Christ le Seigneur ». Il se lécha les babines. Il refusait d'y croire. Il refusait de penser que Samuel Doe était en personne au camp de l'Ecomog. Il remercia Jésus-Christ et tous les saints. Et en un instant se calma et à l'officier tint un langage sur le même ton que Samuel Doe avait parlé. Lui, le prince Johnson, était lui aussi fatigué de la guerre. Samuel Doe est un patriote.
Il appréciait la démarche du patriote. Le prince Johnson alla l'embrasser sur la bouche comme un ami. Ils allaient s'entretenir tête à tête entre amis, en patriotes des affaires de la patrie, bien aimé et bénir le Libéria, etc. L'officier pouvait devancer et au camp de Lecomog faire part à Samuel Doe des bonnes paroles de Johnson. Ce que fit l'officier. Samuel Doe entendit ces paroles mielleuses et les crut. Il attendit tranquillement Johnson en fumant sur un siège à l'état-major de Lecomog. Lorsque l'officier donna le dos, Johnson fut pris d'un fou rire, d'un rire délirant et il se dit en murmurant: voilà un homme qui avait fait tant de mal au peuple libérien, un homme du démon. Il se trouvait sans protection au centre de Monrovia. Et lui, Johnson, un homme de l'église, qui était entré dans la guerre tribale sous le commandement de Dieu. Dieu lui avait commandé à lui, Johnson, de faire la guerre tribale. De même, la guerre tribale pour tuer les hommes du démon. Les hommes du démon qui faisaient beaucoup de mal au peuple libérien. Et le premier de ces hommes du démon était Samuel Doe. Et Dieu toujours, dans sa bonté infinie, venait ainsi offrir l'occasion unique à Johnson d'en finir avec ce démon de Samuel Doe. La voix du Seigneur était droite, elle le pressait. Il prépara un commando fort d'une vingtaine de soldats bien aguerris. Il prit lui-même le commandement du commando. Il cachait les armes sous les sièges de la Jeep. Les armes étaient bien cachées. Il put passer le premier barrage de Lecomog où les entrants se débarrassent de leurs âmes. Dès qu'ils se trouvaient dans l'enceinte du camp de Lecomog, ils sortirent les armes et commençaient par massacrer les 90 gars du corps de Samuel Doe. Montèrent au premier étage où s'entretenaient Samuel Doe et le général au Ghanéen commandant Lecomog. Le commando fit coucher tout le monde, s'empara de Samuel Doe, il fit attacher les bras au dos de Samuel Doe, le fit descendre de l'étage et le jeta dans une jeep au milieu des soldats armés jusqu'aux dents. Tout cela fut vite fait, promptement fait. Les soldats de Lecomog n'eurent pas le temps de s'organiser, de réagir. Le commando put forcer la porte du siège de Lecomog sans tirer. Le commando amena Samuel Doe au port dans le sanctuaire de Johnson. Sanctuaire signifie lieu fermé, secret et sacré. Et là, il le fit détacher et le jeta par terre. Une fois par terre, des souliers, des poings dans une bouffée délirante de rire. Délirante signifie prise par une exaltation et un enthousiasme extrême. Il s'acharna sur Samuel Doe en hurlant. C'est toi le président du Libéria qui fait la guerre pour rester président et toi, un homme du démon, un homme guidé par le démon. Tu veux par les armes rester président. Président de la République, le président de tous les Libériens. Monseigneur Jésus, il le prit par l'oreille, le fit asseoir, il lui coupa les oreilles, l'oreille droite après l'oreille gauche. Tu veux discuter avec moi? Voilà comme je discute avec un homme du démon. Plus le sang coulait, plus Johnson riait aux éclats, plus il délirait. Le prince Johnson commanda qu'on coupe les doigts de Samuel Doe, l'un après l'autre, et le supplicié, hurlant comme un veau, il lui fit couper la langue. Dans un flot de sang, Johnson s'acharna sur les bras, l'un après l'autre. Lorsqu'il voulut couper la jambe gauche, le supplicié avait son compte. Il rendit l'âme. Rendre l'âme, c'est crever. C'est à ce moment seulement qu'arrivaient les officiers de Lecomog dans le camp de Johnson. Ils accouraient pour négocier la libération de Samuel Doe. Ils arrivaient trop tard. Ils constatèrent le supplice et assistaient à la suite. Supplice signifie punition corporelle appliquée par la justice. Johnson, délirant dans de grandes bouffées de rire, commanda. On enleva le cœur de Samuel Doe. Pour paraître plus cruel, plus féroce, plus barbare et inhumain, un des officiers de Johnson mangeait la chair humaine, oui, de la vraie chair humaine. Le cœur de Samuel Doe fut réservé à cet officier qui en fit une brochette délicate et délicieuse. Ensuite, on monta rapidement un haut et branlant tréteau en dehors de la ville du côté, là-bas de la route du cimetière. On y amena la charogne du dictateur et la jeta au-dessus le tréteau. On la laissa exposer pendant 2 jours et 2 nuits au charognard, jusqu'à ce que le vautour royal majestueusement vint lui-même procéder à l'opération finale. Il vint lui arracher les yeux, les 2 yeux des orbites. Le vautour royal rendait aussi ainsi inopérante la force immanente de Samuel Doe et le pouvoir immanent de ses nombreux fétiches. Immanent signifie qui est contenu dans un être qui résulte de la nature même de l'être. Après ça, on enleva la charogne qui empestait à 1 kilomètre à la ronde. On la jeta à la horde des chiens. La horde des chiens impatients qui, pendant les 2 jours et 2 nuits, se disputaient à coups d'aboiements et de gueules sous le tréteau. Les chiens se précipitaient sur la charogne, la râpèrent et se la partagèrent. Il en fit un bon repas, un très délicieux déjeuner. Faforo, cesse du père, Yakumo Dei, Patadis.
La sainte, la mère supérieure, Marie-Béatrice faisait l'amour comme toutes les femmes de l'univers. Seulement, on s'imaginait mal la sainte sous un homme en train de recevoir l'amour, tellement elle était virago. Virago signifie femme d'allure et de manière masculine. Elle était vraiment solide et de trop grande taille. Elle avait le nez largement étendu, les lèvres trop épaisses et les arcades sourcilières d'un gorille. Et puis, elle avait la chevelure coupée ras. Et puis, elle avait l'occiput plein de bourrelets comme chez les hommes. Et puis, elle portait une soutane. Et puis, sur la soutane pendait un calache. Et ça, c'est la guerre tribale qui veut ça. Oui, vraiment, on s'imaginait mal la sainte en train d'embrasser sur les lèvres le prince Johnson et coucher sous lui pour recevoir l'amour. Voilà, hé, au nom d'Allah. Commençons par le commencement. Marie-Béatrice était la mère supérieure de la plus grande institutrice religieuse de Monrovia quand arriva la guerre tribale dans la capitale. L'évêché envoya 10 soldats et 18 enfants soldats commandés par un capitaine pour protéger l'institution. Le capitaine déploya ses hommes et voilà que des groupes de pillards arrivaient et s'attaquaient à l'institution. Les défendeurs paniquaient et furent rapidement débordés. Les pillards commençaient à faire main basse sur toutes les choses saintes. Faire main basse, c'est piller, s'emparer d'après le petit Robert. Et alors là, Marie-Béatrice se fâcha, se débarrassa de la cornette, arracha de la main d'un soldat un calage et se coucha. Et mitrailla. 5 pillards furent fauchés et les autres détalèrent sans demander leur reste. À partir de là, Sainte Marie-Béatrice prit en main d'une main de fer la défense de l'institution. Elle signifia au capitaine que lui et tous ses hommes devaient obéir à elle et à elle seule. Avant de s'attaquer à l'institution, les pillards s'étaient emparés de l'évêché. Ils avaient affreusement torturé. Avant de les assassiner, le monseigneur et 5 prêtres et les autres avaient fui, disparus comme des filous, de sorte que seule fonctionnait l'institution de Marie-Béatrice dans le centre de Monrovia. Toutes les autres réalisations catholiques, toutes les maisons aux alentours de l'institution avaient été pillées, abandonnées par leurs occupants. C'est là que Marie-Béatrice s'est montrée à la hauteur. C'est là qu'elle a réalisé des prouesses. Prouesse signifie, d'après Larousse, acte d'héroïsme. C'est là qu'elle a mérité son galon de vraie sainte. C'est toujours la même chose pour la sainte Marie-Béatrice. Les journées de 24 heures paraissaient trop courtes les unes après les autres. Il restait toujours du travail après chaque jour pour le lendemain pour la sainte. Marie-Béatrice se réveilla à 4 heures du matin, prenant le calache qui était toujours à portée de main toutes les nuits. Ça, c'est la guerre tribale qui veut ça. Elle portait la cornette, la soutane, nouait les lacets des chaussures. Puis elle allait à pas feutrés visiter les postes de garde pour surprendre des sentinelles. Pas feutré signifie où les bruits sont étouffés. Et elle surprenait toujours des couillons de sentinelles en train de ronfler. Elle les réveillait avec des coups de pied dans les fesses. Puis elle revenait sonner la clochette. Les sœurs, tout l'établissement se réveillait pour la prière matinale. Après ça, tout le monde déjeunait parce que la quête de la veille avait été fructueuse. La quête signifie ce qui avait été recueilli. Elle faisait venir le 4x4 de couvert, s'installait à droite du chauffeur, bien sûr avec le calache et la cornette. Elle revenait vers 10h, 11h. Chaque jour, le même miracle se produisit. Le 4x4 arrivait plein à déborder de victuailles. Victuailles signifie vivre, provision alimentaire. Elle passait aux soins. Les foutus, les éclopés, les aveugles s'assemblaient autour d'elle et de ses sœurs. Elle les soignait vigoureusement, puis elle entrait sous le préau où étaient couchés pêle-mêle à même le sol les malades prêts à crever. Les sœurs les soignaient et la sainte Marie-Béatrice administrait l'extrême onction. Elle faisait un petit tour à la cuisine et toujours, elle supprenait des petits malins qui se faufilaient parmi les cuisiniers, charpentaient et mangeaient crus les légumes. Elle leur foutait le coup de bâton qu'on donne aux chiens voleurs. Ils hurlaient et disparaissaient. Puis, on passait au repas. Mais avant, on remerciait le bon Dieu d'avoir assuré le pain quotidien. Après le repas, venait l'enseignement religieux. Tout le monde écoutait l'enseignement religieux, y compris les foutus, les éclopés, les aveugles et les prêts à crever. Puis, on passait aux soins. Il y avait toujours parmi les blessés des gens qui avaient besoin de 2 soins par jour. Puis on passait au repas le soir si la quête de la veille avait été fructueuse. Et venait l'interminable prière de la nuit. Avant d'aller au lit, elle visitait une dernière fois les postes tenus par des vauriens qui toujours somnolaient un peu. Et quand elle voulait se débarrasser de la cornette et placer
le Kalachnikov à portée de la main et enfin aller au lit pour un sommeil bien mérité. C'était déjà 4 heures du matin et le putain de soleil prêt à se pointer sur ce maudit pays du Libéria et de la guerre tribale. Le fait que l'institution de Marie-Béatrice ait pu résister pendant 4 mois au pillage était extraordinaire. Ça tenait du miracle. Nourrir une cinquantaine de personnes dans le Moronvia, pillé, abandonné, pendant 4 mois était extraordinaire. Ça tenait du miracle. Tout ce qu'avait réussi Marie-Béatrice pendant les 4 mois du siège était extraordinaire. Ça tenait du miracle. Marie-Béatrice avait fait des actes miraculeux. Elle était une sainte, la sainte Marie-Béatrice. Malgré ce qu'on sait et dit, Allah ne laisse jamais vide une bouche qu'il a créée. Tout le monde s'est étonné et tout le monde a soutenu que Marie-Béatrice était une véritable sainte d'avoir nourri tant de gens pendant 4 mois. Allons, n'entrons pas dans les polémiques. Disons comme tout le monde la sainte Marie-Béatrice, une vraie sainte, une sainte avec cornette et kalash, Yakomodei Patadis. Au début, dans le Libéria de la guerre civile, de la guerre tribale, il n'y avait que 2 bandes, la bande à Taylor et la bande à Samuel Doe. Les 2 bandes s'en voulaient à mort et combattaient sur tous les fronts. Tous les fronts. La faction du prince Johnson n'existait pas. Faction signifie groupe séditieux au sein d'un groupe plus important. Le prince faisait partie de la bande de Taylor. Le prince était le général le plus aguerri, le plus efficace, le plus prestigieux de Taylor. Cela jusqu'au jour où le prince eut une révélation. La révélation qu'il avait une mission. La mission de sauver le Libéria en s'opposant à la prise du pouvoir d'un chef de guerre qui, l'âme à la main, avait combattu pour la libération du Libéria. À partir de ce jour, il rompit avec Taylor. Parce que Taylor voulait devenir président, il se retira avec les meilleurs officiers de Taylor et se déclara ennemi juré de Taylor. Ennemi juré signifie, d'après Larousse, adversaire acharné. Samuel Doe, le dictateur, entendit ces fulminations à l'encontre de Taylor. Fulmination signifie menace. Et Samuel Doe les crut et pensa trouver en Johnson un allié naturel, un ami avec lequel il fallait négocier. Chacun sait ce qui advint, ce que cela a coûté. Un officier qui fit du cœur de Samuel Doe une brochette délicieuse et le vautour royal fit de ses yeux un déjeuner raffiné un après-midi sous le soleil, le ciel toujours brumeux de Morovia. Après la rupture avec Taylor, le prince Johnson avait à trouver de la subsistance pour tous ceux qui l'avaient suivi, tous ceux qui lui avaient fait confiance, un véritable bataillon, chacun avec son mode et sa famille. Eh bien, que Allah ne laisse jamais vide une bouche qu'il a créée, ça n'a pas été facile. Alors là, pas du tout. Faforo, Bangala du papa. Il commença à s'attaquer à un poste frontière de NPFL, le Fonds national patriotique, pour recevoir lui aussi les droits de douane du Libéria indépendant. Il l'attaqua avec des moyens puissants. Plusieurs vagues de combattants, grenades, offensives, morts d'interposition, offensives, mortiers, des canons. L'attaque dura tellement de jours que les forces d'interposition de l'Écomog furent alertées et eurent le temps de venir. Alerter signifie avertir d'être prêt. Elles arrivaient avec des moyens plus puissants encore. Ces forces ne s'interposaient pas. Elles ne prirent aucun risque inutile. J'explique aux Africains noirs indigènes le mot risque. Il signifie danger, inconvénient possible. Elles n'entraient pas dans le détail. Elles canonnaient en pagaille, assaillant et assiégeant. Elles bombardaient dans le tas, dans le bordel. Elles firent en un jour de nombreuses victimes innocentes, plus de victimes qu'avaient fait une semaine de combat entre factions rivales. Quand le fracas prit fin, les forces d'interposition relevèrent les blessés. Les blessés furent évacués sur les hôpitaux de campagne de l'Écomog. Elles procédèrent au constat sur le chemin. C'est leur pays, leur mission. Elles établissent que c'était Johnson qui tenait le terrain. C'est lui le plus fort, donc c'était Johnson qui devait exploiter le poste sous leur surveillance. Dès lors, Johnson pouvait s'occuper des morts. Nous avons creusé une fosse commune pour nos morts et de nombreux morts.
Parmi les morts, il y eut 3 enfants soldats, 3 enfants du bon Dieu, a dit la sainte. Ce n'étaient pas des copains, ils se dominaient. Mamadou, le fou, John le fier, Boukari le maudit. Ils sont morts parce que Allah l'a voulu. Et Allah n'est pas obligé d'être juste dans toutes ces choses. Et moi, je ne suis pas obligé de dire l'oraison funèbre de ces 3 enfants soldats. La prière de l'enterrement fut dirigée par Johnson en personne après la prière, nous avons entouré la fosse commune et nous avons levé nos âmes en l'air. Nous avons tiré la salve des adieux. Salve signifie, d'après le petit Robert, décharge simultanée d'âme à feu. Mais l'écho du combat pour la prise du poste frontière était arrivé un peu partout. Écho signifie bruit nouvelle. Il y avait eu tellement de morts, tellement de sang, de grabuge, que tous les commerçants étrangers évitaient le poste frontière. Nous, c'est-à-dire nous les membres de la bande à Johnson, avons pensé que cela était provisoire. Nous avons attendu de longues semaines. Personne ne se présenta au poste frontière. Il n'y avait rien à piller, on n'était pas payé et on mangeait toujours mal. On commençait à grogner. Des soldats commençaient à déserter. Déserter signifie quitter son poste. Johnson comprit. Le prince abandonna le poste frontière. Il abandonna le poste ainsi que les tombes de ceux qui étaient morts pour l'investir. Faforo, culte de mon père. Le problème de ressources permanentes et sûres se posait toujours, il fallait le résoudre. Même les grigimènes comme Yacouba commençaient à se plaindre. Ils mangeaient mal et n'étaient pas payés pour les grigis qu'ils fabriquaient. Cette fois, Johnson s'attaqua à une autre ville, aurifère et diamantaire, soutenue par les partisans de Samuel Doe. Ceux de ULUMO, United Liberian Movement. À sa manière, le Chine n'abandonne jamais sa façon déhontée de s'asseoir. Il le fit avec les moyens puissants, des grenades, des mortiers, des vagues sur des vagues. Les assaillants résistaient héroïquement, il y eut du sang, de nombreux morts. Le combat dura plusieurs jours. Les forces d'interposition de Lecoumog furent alertées. Elles purent arriver. Ces forces ne s'interposaient pas. Elles ne prirent aucun risque inutile. Elles n'entraient pas dans le détail. Elles bombardaient en pagaille assiégée et assaillant et le quartier des natifs, les nègres noirs africains, indigènes, le quartier des travailleurs. Quand tout fut écrasé, qu'il n'y eut plus d'action du côté des assaillants et des assiégés, les forces arrêtèrent le massacre. Les forces de Comog levèrent les blessés. Ils furent évacués sur leurs hôpitaux de campagne. Elles apprécièrent les positions des forces en présence. C'est cela leur rôle, leur mission, leur devoir. Elles établirent que c'était Johnson qui tenait la main. Donc c'était Johnson qui devait tenir la ville, commander l'exposition des mines. On releva les morts, beaucoup de morts. Malgré les fétiches musulmans et chrétiens, 4 enfants soldats furent disloqués, dispersés par les obus. Ils étaient plus que morts, dans deux fois morts. Leurs deux restes furent enfuis dans la fosse commune avec les morts. Au moment de fermer la fosse commune, Johnson a pleuré. C'était marrant de voir un bandit de grand chemin, un criminel comme Johnson, pleurer à chaudes larmes tellement il était en colère contre Ekomog. Il a revêtu l'habit de moine pour l'occasion et a prié et a parlé. Il a dit comme la sainte Marie-Béatrice que les enfants soldats étaient les enfants du bon Dieu. Dieu les avait donnés, Dieu les avait repris. Dieu n'est pas obligé d'être partout juste, d'être toujours juste. Merci, bon Dieu. Cela valait une oraison funèbre. Cela me dispensait de faire une oraison funèbre dont je n'ai pas envie. Oui, merci, mon Dieu. Mais la prise de la ville diamantaire et aurifère avait fait tellement de morts de sang que tout le monde avait fui la région. Personne ne voulait revenir. Les patrons associés ne voulaient plus revenir. Sans patrons associés, pas d'exploitation, pas de taxes, pas de dollars américains. Johnson pouvait, dans la situation qui avait été la sienne avant l'attaque de la ville diamantaire, et
Johnson se trouvait dans la situation qui avait été la sienne avant l'attaque de la ville diamantaire. Et le temps pressait. Les soldats et leurs familles, les enfants soldats, les hommes du bataillon commençaient à grogner. Ils avaient fait trop de confiance inutile. Ils étaient impatients, il fallait faire quelque chose, trouver quelque chose. Yona, Yona. Johnson revint à Monrovia. À Monrovia, tout était pillé, détruit. Il ne restait que l'institution de Sainte-Marie-Béatrice. Seule tenait l'institution de la mère supérieure Marie-Béatrice. Elle était fière, elle était provocante. C'est-à-dire, elle provoquait ce qui signifie inciter quelqu'un, le dédier de façon à obtenir une réaction volontaire. Et il courait. Il courait mille bruits sur ce qu'enfermait l'institution. Plein de boustifailles, plein d'or et de nombreuses liasses de dollars américains. Tout ça enfui dans des caves imminentes qui s'entendaient se prolonger. Le prince Johnson voulut en avoir la conscience nette. Avoir la conscience nette, c'est savoir ce qu'il y avait de vrai dans tout ce qu'on en disait. Johnson décida de prendre l'institution. Il commença par envoyer un ultimatum à la mère supérieure, la Sainte Marie Béatrice. Ultimatum signifie proposition précise qui n'admet aucune contestation. Cet ultimatum demandait à la mère de se libérer officiellement de partisane de la seule force légitime du Libéria, commandée par Johnson. La mère répondit que son institution ne renfermait que des enfants, des femmes, des sœurs et quelques pauvres pères. Quelques pauvres airs. Air signifie pauvre homme misérable. La seule chose qu'elle demandait à tout Libérien digne de ce nom, c'était un peu d'aumône, un peu de miséricorde. Elle n'avait pas à prendre parti. C'était pas une réponse. C'était un rejet. C'était une foutaise, un affront. Affront signifie injure publique, offense. Le prince Johnson se fâcha et en représailles condamna l'institution à payer des impôts de contribution à l'effort de guerre d'un montant de $300 américains à son gouvernement et immédiatement. Ce n'était pas juste, c'était la raison du plus fort comme dans la fable de La Fontaine, le loup et l'agneau, que nous avons apprise à l'école. Et ce fut au tour des Marises de se détacher. Elle hurla, jeta la cornette par terre, envoya Petra. La commission envoyait Petra dans ses congédiés. Allez donc dire à Johnson que je n'ai pas $300 et qu'il me foute la paix. Me laisse chercher à manger pour les enfants, les femmes et les vieillards. Et c'est tout. C'est la réponse qu'espérait le prince. Le prince décida d'attaquer Moi, Ibrahima, l'enfant de rue, devenu enfant soldat, faisait partie de la première brigade chargée de l'attaque de l'institution de mère Marie-Béatrice. Nous étions une dizaine d'enfants soldats. On nous avait drogués, mais pas beaucoup. Parce que nous devions aller doucement, sans éveiller l'attention des forces d'interposition. Et si nous avions trop drogués, on aurait fait beaucoup de bruit. Parce que beaucoup de bêtises. Nous étions forts parce que nous croyions à nos fétiches. Nous avons pris d'assaut l'institution à 3 heures du matin par claire lune. Oh, il n'y a pas eu de surprise. La Sainte était informée. Nous avons rencontré une vive résistance. 3 assaillants furent fauchés et les autres obligés de se coucher à terre et de reculer. Tellement la mitraille qui sortait de l'institution était bien nourrie. C'était la mère elle-même, la Sainte Mère elle-même, avec tout et tout qui était à la mitraille. Johnson fit remarquer ces mots doni, ce qui signifie doucement et doucement, et se retira. Il s'était trompé, il avait cru que c'était une simple balade pour ses enfants soldats. Non, c'était pas ça, il fallait se préoccuper, attaquer avec plus de moyens et surtout plus de méthode et d'intelligence. 3 enfants soldats venaient de mourir malgré les fétiches musulmans et chrétiens.
Voilà, hey. Nous les avons enterrés à l'aurore en cachette. Johnson a pleuré et a prié en soutane. La sainte appelait les enfants soldats les enfants de Dieu. 3 enfants de bon Dieu venaient de mourir. Je venais dire leur oraison funèbre. C'est cela la règle. Je n'avais pas longtemps vécu avec eux, je ne les connaissais pas assez. Le peu que je connaissais d'eux, c'était plutôt les enfants du diable que du bon Dieu. Ils étaient tous les 3 des filous au carré, des drogués, des criminels, des menteurs, pour tout dire, des maudits. Et je ne suis pas obligé de le faire. Je ne suis pas obligé, je ne le ferai pas. Nyakomodei bâtard. Johnson pensa pendant 2 midis à la situation. Chaque midi, il pensa à l'institution de Sainte Marie Béatrice agenouillée sur des cailloux. Les genoux meurtris par des cailloux. La solution apparut la 3e nuit. Il revint à l'attaque toujours en cachette pour ne pas réveiller l'attention, le soupçon des forces d'interposition écomorgues. Une vingtaine de soldats, au lieu d'attaquer de front, prennent pris à revers l'institution. Et par surprise, la surprise ne fonctionna pas. C'était toujours la mère elle-même, la sainte, qui était au mitrailleur. Elle mitrailla fort et longtemps, sans répit, infligea de lourdes pertes aux assaillants. Intrigué, s'est fait subir quelque chose de désagréable. Ce 2e assaut, comme le premier, se termina par un échec. Il y eut un 3e assaut la nuit en cachette qui, comme le premier, le second fit fiasco. Fiasco signifie, d'après Larousse, échec complet. Alors le prince se fâcha, il se ceintura fort. Se ceinturer fort est une expression des Noirs nègres africains qui signifie, d'après Inventaire, prendre la chose au sérieux, prendre le taureau par les cornes. En plein jour, à midi exact, il employa l'artillerie. Les canons donnaient et enlevèrent le rocher de l'église blanche et détruisit la grande bâtisse centrale à 3 étages et l'institution. Alors là, la sainte fut obligée de se rendre. Elle sortit de son institution fumante, arborant un chapeau blanc, un drapeau blanc. Elle était suivie par 2 hommes de chœur, 2 colonnes de sœurs avec leurs cornettes et plein de chapelets et tout. Elle-même suivie par une horde de miséricordieux. Les forces de l'Écomog furent surprises par la brutalité, la soudaineté de l'attaque. Soudaineté signifie le caractère de ce qui se produit se fait tout à coup. Elle crut à une attaque d'envergure entre les factions. Une attaque d'envergure signifie une attaque d'ampleur et de puissance. Elle fit sonner le tocsin. Il fit consigner tous les soldats. L'état-major au premier se réunit tout un après-midi. Quand la réunion prit fin à leur surprise, c'était le calme plat sur Monrovia. La terrible. Elle dépêchait une patrouille motorisée bien armée pour aller voir ce qui se passait. La patrouille arriva et trouva Johnson et la sainte la main dans la main en train de causer comme des copains qui ont fait l'initiation ensemble. Le prince Johnson avait laissé la colonne avancer jusqu'à une dizaine de mètres de lui et avait remarqué, surprise, que la mère lui ressemblait à lui. Johnson, comme un autre lui-même, il l'avait fait arrêter, l'avait regardé longtemps des pieds à la corde. Rien à dire ou à faire. Elle lui ressemblait, il avait fait arracher la cornette. La ressemblance était encore plus troublante. Ils avaient tous les 2 la même corpulence, le même nez, le même front, le même occiput. Le prince était resté un instant macou, bouche bée. Rester bouche bée, je l'explique pour la 2e fois, c'est être frappé d'admiration, d'étonnement, de stupeur. D'après son inventaire des particularités lexicales. Johnson avait réfléchi un instant et puis s'était libéré en se jetant au cou de la sainte et en l'embrassant sur la bouche. Après les chaudes embrassades, Johnson et la sainte s'étaient tenus par la main et avaient bavardé comme si longtemps et longtemps ils se connaissaient. C'est à ce moment qu'arriva la patrouille de l'Écomog armée jusqu'aux dents. Johnson et la sainte bavardèrent comme si toujours ils avaient vécu ensemble. Devant tout le monde,
les pauvres pères, les sœurs, avec les cornettes, les guérilleros en armes, tout ce monde tellement ébahi. Le général Prince Johnson expliqua qu'il cherchait depuis longtemps un chef pour sa brigade féminine. Il proposa le poste à la Cinte et la nomma colonel. Séance tenante voulut lui mettre les galons. C'était non. Ce n'était pas son objectif. Elle était Cinte, elle préférait rester Cinte. Elle préférait s'occuper des pauvres, des vieux, des vieilles, des mères sans ressources, de ses sœurs et de tous les malheureux que la guerre tribale a jetés dans les rues. Johnson ne pouvait rien refuser à la Cinte. Il a compris. La mère supérieure, la Sainte Marie Béatrice. Tous les deux, toujours la main dans la main, ils se dirigeaient vers l'institution. Ils la visitaient, constataient les dégâts énormes causés par la canonnade. Johnson se déclara désolé, il exprima ses sincères regrets. Il était très touché, il a prié et a failli pleurer. Après avoir fait 3 fois le tour de l'institution, Johnson ne vit pas de cave, ne voyait toujours pas l'entrée de cave. Rien. Carrément, il posa la question, maintenant que la Sainte a reconnu son pouvoir, maintenant que la Sainte est devenue une amie, la bonne gouvernance signifie la gestion et veut que toutes les richesses de l'institution soient transférées au gouvernement et de Johnson. La bonne gouvernance voulait que toutes les richesses soient gérées par le gouvernement. De quelle richesse parles-tu? De l'or, des liasses de dollars américains, de la nourriture que vous avez dans les caves de l'institution? Où c'est l'entrée des caves? Nous n'avons pas de cave. Quoi? Vous n'avez pas de cave? La mère supérieure répéta que l'institution n'avait pas de cave et répondit qu'il n'y avait rien de vrai dans tout ce qui circulait comme boba sur l'institution. L'institution n'avait rien à cacher, rien. Elle invita Johnson à vérifier. Johnson fit fouiller le fond en comble. De fond en comble l'institution. Fond en comble signifie entièrement. Les hommes ne trouvaient aucun dollar, pas un seul dollar. Johnson, toujours sceptique signifie qu'il doute de ce qui n'est pas prouvé, avec élégance, demanda. D'où sortais-tu les dollars avec lesquels tu faisais tous les jours les marchés? L'aumône des braves gens, l'aumône des croyants. Dieu ne laisse jamais vide la bouche qu'il a créée. Ça alors. Johnson tourna sur lui-même plusieurs fois. Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Johnson restait toujours sceptique. Faforo. Nyamokodei Batadis. La prise de l'institution n'avait pas résolu le problème des ressources sûres et permanentes pour la bande de Johnson. Bien au contraire, elle avait ajouté des centaines de bouches à nourrir sans augmenter les richesses. Les organisations non gouvernementales, tous les bons cœurs qui intervenaient quand la mère était indépendante, hésitaient à aider une institution affiliée à la bande à Johnson. Les pauvres, les mères des enfants et les enfants eux-mêmes criaient sans cesse famine. Johnson avait une dette morale envers l'institution, la Sainte Mère et tous ses pensionnaires. Johnson aurait bien voulu donner à la Sainte son indépendance, sa liberté, mais c'était très tard. Tout le monde avait assisté au combat héroïque de la Sainte et à subordination. Subordination signifie, d'après Larousse, dépendance d'une personne par rapport à une autre. À cause de cette subordination, il devait une aide à la Sainte. Il fallait faire gnonya, dada pour la bande à Johnson trouver quelque chose. La compagnie américaine de caoutchouc était la plus grande plantation d'Afrique. Elle couvrait d'un tenant près de 100 km². En fait, tout le sud du pays appartenait à la compagnie. Elle payait plein de royalties. Royalties signifie redevance due au propriétaire d'un brevet ou d'un sol sur lequel sont exploitées tes richesses. Les royalties étaient partagées entre les deux anciennes factions, la bande à Taylor et la bande à Samuel Doe. Johnson, quand il a fini de rompre avec Taylor, a demandé
tout de suite que les royalties soient réparties en 3 parts. Il avait fait prévaloir que sa faction méritait elle aussi une part. Faire prévaloir, c'est faire remporter l'avantage. Les dirigeants de la société ne voulurent pas l'entendre de cette oreille. Il hésitait. Il craignait des représailles de la part des deux factions. Représailles signifie, d'après le petit Robert, mesure répressive infligée à un adversaire pour se venger du mal qu'il a causé. Il tergiversait. Tergiverser signifie user des détours hésités pour retarder une décision. Alors Johnson décida d'agir en garçon, un garçon ayant un bangala qui bande. Agir en garçon, d'après inventaire des particularités, c'est agir en courageux. Il kidnappa 2 cadres blancs de la plantation. Quand il les eut en lieu sûr, il envoya un ultimatum aux dirigeants de la plantation. Dans cet ultimatum, de quoi menaçait-il? Il disait que si dans 24 heures, il n'avait pas sa part dans les royalties, ils allaient recevoir les 2 têtes des 2 blancs et au bout de 2 fourches portées par 2 personnes, sans faute. Sans faute, et tout le monde savait que l'illuminé Johnson en était capable. Il fallait le faire. Voilà, hey. Le soir même, 3 autres cadres blancs venant de la plantation se présentèrent au portail du camp de Johnson. Ils arrivaient en amis, mais pas les mains vides. Ils avaient avec eux des attachés. Six attachés cases, 2 par personne. Nous n'avons pas vu ce que ça contenait, ces attachés cases. Ils étaient pressés. Voulaient se faire recevoir par Johnson, gna. Comme les Jaéries qui vont au dépotoir de derrière les cases, Johnson les reçut bien. Ils discutaient comme de vrais copains. Ils burent la bière ensemble en copains. Johnson avait des grands éclats de rire, les frappa sur les épaules, puis les blancs sortirent du camp à 5, 3 plus 2. Il y avait les 5 têtes sur les 10 épaules. Faforo, culte du père. Les royalties y tombaient juste à la fin du mois. Toutes les fins du mois, Johnson décida que cela méritait d'être fêté. On organisa une grande fête au camp. On a payé les salaires en retard. Même les enfants soldats ont eu des dollars pour acheter du sandwich. On dansait, buvait, mangeait, se droguait. Au milieu de la fête, Johnson a fait arrêter les festivités. Il fallait songer aux morts, aux nombreux morts que nous avions laissés à la ville frontière et dans le village diamantaire. La Sainte avait été livrée en tant que colonel, elle avait refusé. Elle n'avait pas le temps. Elle s'occupait tout le temps de ses pensionnaires. Elle a préféré avoir des dollars qu'on allait utiliser pour l'inviter. Elle avait d'autres usages plus utiles pour ces dollars. Le dollar américain et non libérien lui fut remis. Tout allait bien maintenant. Les ressources n'étaient pas suffisantes, mais elles étaient régulières et permettaient à tout le monde de manger juste quelque chose une fois par jour. Mais il y avait des frétins, des bandits qui voulaient se faire reconnaître comme factions. Comme des factions ayant droit à une partie des royalties, et pour cela, elles s'amusaient à entrer dans la plantation, à enlever des cadres et à demander des rançons. Les rançons leur étaient payées en dollars américains flambant neufs par les responsables de la plantation. Flambant neuf signifie des billets neufs. Cette pratique condamnable de frétins et de bandits donna des idées à Johnson. Johnson pouvait mettre fin à cette pratique des frétins, de bandits et obtenir des salaires pour sa protection. Toucher les tiers des royalties était bien, mais protéger la plantation entière contre les frétins de bandits pouvait rapporter gros. Il y réfléchit pendant la longue séance de pénitence de midi. Un matin, Johnson en personne, flanqué de 5 4x4, 2 devant, 3 derrière, bourré de guérilleros, armé jusqu'aux dents, se présenta au portail principal de la plantation. Il voulait se faire recevoir par le président. On l'accompagna jusqu'au président. Il discuta en ami avec le président. Il lui parla des actions des bandes des frétins et des bandits. Il condamna ces actions qui font du tort à la réputation du Libéria entier. Il fallait mettre fin à ces actions et lui, Johnson pouvait les empêcher de nuire. Il offrait ses services pour mettre fin à la pratique des freins de bandits. Le président patiemment expliqua à Johnson que lui confier la protection de la plantation à lui. Johnson revenait à prendre parti, revenait à reconnaître Johnson comme l'unique autorité du Libéria et ça,
Il ne voulait pas. Les autres factions n'allaient pas se laisser faire. Johnson répondit que sa protection allait être secrète, que l'accord allait être secret. Personne ne saurait que la plantation était sous la protection de Johnson. Le président expliqua qu'il n'avait pas le droit de signer un accord secret avec une faction et qu'à la longue, de toute manière, ce qui était secret allait être connu par tout le monde. Johnson ne parut pas convaincu. Pas du tout convaincu. Ça rentra au camp pensif. Pendant 3 jours à midi, pendant les séances de prière de pénitence, ça se mit à réfléchir. On se rappelle que chaque jour à midi, ça priait agenouillé dans les cailloux, les genoux meurtris par les cailloux. Ça se mit à rire d'autres moyens pour obtenir la protection de la plantation contre les frétins de bandits par un accord secret. Cet accord secret, il le fallait Jogo Jogo. Jogo Jogo signifie coûte que coûte. Pendant les 3 jours de prière, le leitmotiv Jogo Jogo retentissait autant que Jésus-Christ mon Seigneur. Leitmotiv signifie parole, formule qu'on répète sans cesse. À la fin du 3e jour, un sourire éclaira son visage, ça venait de décrocher la solution. 2 semaines après la plantation, on constata la disparition de 3 manœuvres. On les chercha partout en vain. Un matin, on vit Johnson en personne arriver à la plantation. Avec lui, il y avait les 3 pauvres manœuvres. Les 3 manœuvres étaient en caleçon. Johnson déclara en riant et en buvant la bière avec le président que ces hommes, au cours de leur patrouille de routine, avaient arraché les manœuvres aux frétins de bandits. Johnson remit les manœuvres en grande pompe au président de la plantation. Pompe signifie déploiement de face dans un cérémonial. Le président chaleureusement remercia Johnson et voulut lui donner plein de $. Johnson refusa les $. Le président n'avait rien compris. Un mois après, disparu 3 manœuvres et 2 cadres nègres, noirs, africains et de la plantation. En vain, on les chercha partout. Un matin, Johnson en personne vint à la plantation. Dans un 4x4 de sa suite, il y avait les 5 personnes bien complètement nues. Johnson déclara que ces hommes in extremis avaient réussi à les arracher au supplice des frétins de bandits. In extremis signifie au tout dernier moment. Johnson les remit au président avec compassion. Avec compassion parce que 3 manœuvres étaient incomplètes, on les avait amputées de la main droite et les 2 autres cadres noirs africains, les 2 oreilles. Le président remercia 2 fois Johnson pour sa compassion et pour avoir pu arracher ses cadres et ses hommes aux frétins de bandits. Il voulut cette fois récompenser Johnson et y tenait absolument. Johnson, une fois encore, dédaigna les $ américains. Flambant neuf, il voyait loin, espérait le plus. Le président n'avait toujours pas compris. 1 mois et 2 semaines après, disparu 4 manœuvres, 3 cadres nègres noirs africains et un blanc américain de la plantation. Un vrai blanc. En vain, on les chercha partout dans la forêt libérienne. Un matin, Johnson en personne vint à la plantation dans sa suite. Dans un 4x4, il y avait 2 cadres africains. Ils étaient nus, mais n'étaient pas complets. Il leur manquait des mains et les oreilles. On les avait amputés des mains et des oreilles. Il y avait aussi un manœuvre. Il était aussi incomplet. On l'avait amputé de tout son corps. Il n'y avait que la tête du manœuvre placée au bout d'une perche qui restait. Tout le corps manquait. Le président hurla fort, très fort de froid, son indignation et son horreur. Horreur signifie impression violente que donne la vue d'une chose affreuse et repoussante. Et Johnson, avec le sourire, déclara tranquillement que ce n'était pas fini, que les frétins de bandits détenaient 4 noirs et 1 blanc. Et si ces hommes n'intervenaient pas fort, ne redoublaient pas de force, ce serait trop tard. On ne trouverait que des têtes, les 5 têtes au bout de 5 fourches. Alors là, le président a reçu le message 5 sur 5. Recevoir un message 5 sur 5, c'est le comprendre, l'entendre entièrement. Le président tira Johnson par la main, l'emmena dans un bureau. Ça a discuté longtemps et à la fin, ça a signé tous les deux un accord secret. Au titre de cet accord, la faction Johnson compte plein de $ protégeait toute la plantation contre les frétins de bandits. Le soir même à la plantation, vint Johnson accompagner les 5 autres employés qui manquaient à la peine. C'était 5 personnes nues, mais au complet. Il ne manquait ni oreille, ni main, ni corps entier. Les hommes de Johnson avaient redoublé d'efforts et Johnson avait obtenu un accord secret. Il y a eu une fête au camp. Tout le monde dansa. Johnson, en soutane de prêtre avec le calache, se remua 5 fois et finit par faire des culbutes. Faire la danse du singe. Voilà, hey, au nom d'Allah, Faforo, cul de mon pauvre père.
Le secret, en tant que secret, ça dura 5 jours. 6e jour, tout le Libéria de Monrovia, au dernier recoin du pays, savait que Johnson avait signé un accord secret avec le président de la plantation. Les autres factions ne se laissaient pas faire. Alors là, pas du tout. Les chefs de ces factions, aussitôt se présentaient à la plantation et se firent recevoir par le président. Ils présentaient leur ultimatum écrit en due forme. En due forme signifie rédigé conformément à la loi et revêtu de toutes les formalités nécessaires. Le président, pour s'en sortir, décida de repartir la surveillance du contour de la plantation en 3 ou 4 parts, chaque part devant être attribuée à une faction. Alors là, c'est la délimitation de ces parts qui posa un autre problème. Délimitation signifie marquage-bornage. Dans l'impossibilité d'obtenir un accord sur toute proposition raisonnable venant de lui, le président déclara aux factions de s'entendre entre elles. C'était jeter un os à 3 ou 4 molosses trépignant d'impatience. Molosse signifie grand chien, gros chien de garde. Ce fut la guerre généralisée sur toute l'étendue de la plantation. Les forces d'interposition de l'Ecomog arrivèrent. Elles écrasèrent tout le monde sous les bombes. Et tout le monde se dispersa. Nous, c'est-à-dire le féticheur musulman, le bandit boiteux, Yacouba et moi, l'enfant de rue, l'enfant soldat sans peur ni reproche. Nous nous sommes retrouvés rejetés par sacrifice accepté. Signifie par chance, dans un village foutu du contour de la plantation, parce que Allah n'est pas obligé d'être juste dans toutes ces choses. Dans ce foutu village, surprise, nous avons rencontré notre ami Sekou. Sekou, l'ami de Yacouba, le multiplicateur de billets comme Yacouba. Sekou nous a donné des nouvelles de la tante. Elle était partie pied la route en Sierra Leone, chez l'oncle de Sierra Leone. Alors là, nous ne pouvions plus retourner chez Johnson. Par tous les moyens, il fallait aller en Sierra Leone. Ainsi s'achève notre chapitre. J'ai été très heureux de partager ce chapitre avec vous. Qu'avez-vous pensé de ce chapitre? Mais je fus triste par la mort du président Samuel Doe. Ça m'a fait mal d'entendre, de lire on l'avait découpé. J'avais appris l'histoire, mais je ne m'y étais jamais intéressée. Et je pense qu'après la lecture de ce roman, je vais aller faire des recherches pour savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé et comment il est mort. Il a dû souffrir dans sa chair, de découper morceau par morceau. Waouh, quelle triste fin. Comme on pourrait le dire, c'est le karma. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye.